L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sébastien. Vous savez, aux États-Unis, pour la période d'Halloween, eh bien, il y a des petits magasins saisonniers qui ouvrent spécialement pour ça. Et justement, Sébastien, il travaille dans l'un d'entre eux. Comme dit, généralement, ces magasins, ils ouvrent quelques mois et puis après, ça devient autre chose. C'est un peu comme des magasins éphémères. Mais Sébastien, il nous dit que c'est clairement pas un mauvais travail. D'ailleurs, ça l'arrange plus ou moins, comme ça, en dehors de son boulot, il a quand même pas mal de temps pour étudier. Et puis en tant que fanatique d'Halloween, eh bien un travail comme ça lui plaît de fou. D'ailleurs, en ce moment, il fait tellement bien son travail et qu'il a fait pas mal de ventes, eh bien il a eu une promotion. Et justement, grâce à cette promotion, il y a eu deux choses. Un peu plus de salaire et un peu plus de responsabilité. Donc maintenant, il a accès à la clé du magasin. Et dans cette boutique, Sébastien, il reçoit toutes sortes de clients. Des petits enfants à la recherche de certains costumes. Des adultes qui recherchent des décorations pour la fête d'Halloween. Certains papas font même tout leur possible pour faire en sorte que leur maison soit la plus effrayante possible. C'est pas la première année qu'il bosse ici, donc il a vu un petit peu de tout. Ce qui fait que depuis, il a jamais été surpris de voir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et justement, son histoire commence un jour plutôt banal. Sébastien fait face à toutes les décorations et il remet les costumes que les gens mettent au mauvais endroit au hasard. Après ça, il est parti faire une petite pause. Il se souvient qu'il était très bien en train de manger un hamburger quand il a vu un mec rentrer. Un gars vraiment très grand, environ 2 mètres. Il porte une combinaison orange et un masque sur le visage. Et d'ailleurs, le masque est plutôt élaboré. C'est pas un masque en plastique que tu trouves à 2 € à la foire fouille. Non, celui-là, il est vraiment bien fait. Il est gris pâle et bleu. Les yeux sont creux et noircis. Et par-dessus, il y a un espèce de filet qui cache les yeux du gars. Et ce qui normalement devrait servir de bouche est cousu. Bon, en voyant ça, Sébastien, il dit que le mec a déjà une belle tenue. Mais que potentiellement, il voudrait améliorer un truc ou deux. Ça le choque pas, il se dit même que le gars est venu dans le magasin sûrement pour faire peur à des enfants. Ou il se dit même que le gars est peut-être venu enregistrer des petites vidéos pour TikTok. Quelques secondes après, une de ses collègues, Pénélope, lui dit « Jette un œil à ce con ». Ce jour-là, justement, c'est à Sébastien et Pénélope de fermer le magasin. Et justement, il faut savoir aussi une petite chose sur Pénélope. C'est pas qu'une collègue ordinaire pour Seb. Et justement, il y a une petite chose à savoir sur leur relation. Ils ont eu quelques relations charnelles, mais ils sont pas mis en couple. D'ailleurs, tous les collègues là-bas se demandent bien pourquoi ils se mettent pas en couple. Apparemment, selon Seb, même lui, il sait pas. Bref, il finit par répondre à Pénélope. « Ouais, ce gars est vraiment effrayant. Son masque est vraiment génial. Je l'ai jamais vu sur internet ou dans un autre magasin. » Pendant ce temps-là, l'homme il est en train de parcourir le magasin, il regarde des décorations. Seb il le laisse faire, de toute façon c'est un client comme les autres, même s'il se doute que le gars est juste venu attirer l'attention. Et franchement il valide pas du tout ce comportement. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le magasin de Sébastien, eh bien il y a une petite allée brumeuse avec une sorcière qui essaye de faire peur aux enfants quand ils viennent. Autant vous dire que les enfants ils adorent cette allée. Et justement dans cette allée il y a un petit garçon qui marche nerveusement. Il s'enfonce là-dedans quand d'un coup l'homme chelou se met dans cette allée. Il saute sur le chemin et il se met à laisser échapper un rire puissant. Alors là le petit garçon il s'est mis à courir de toutes ses forces et il est parti en direction de sa mère. Sauf que malheureusement le petit il a tellement eu peur qu'il a laissé une flaque de pipi derrière lui. Oui vraiment. Et Sébastien il sait que il va devoir nettoyer ça. Et franchement ça lui casse les cacahuètes. Seb il se lève pour aller confronter cet homme et lui dire de partir. Mais avant de le faire, la mère du petit enfant s'est approchée de lui et l'a engueulé. Sébastien il s'est excusé même s'il avait rien fait de mal. Et en dédommagement, il a donné un costume à l'enfant avant de leur souhaiter une bonne journée. Bon, par contre, Sébastien il en a pas fini avec cet homme. Du coup il essaye de le trouver mais le gars a comme disparu. Il est retourné à la caisse et il a mis un film d'horreur qui passait sur l'une des chaînes de télévision. Pénélope s'approche et les deux commencent à parler des cours que Sébastien suit. À force, il est même sur le point de l'inviter à un petit dîner romantique pour ce soir. Mais à ce moment-là, il y a 2 filles de son université qui rentrent dans le magasin. Et les 2 femmes sont directement allées au costume un petit peu sexy. Et justement là-bas, elles se sont fait plaisir, elles ont pris 3-4 costumes chacune. À un moment, Pénélope va les voir et leur dire qu'elle devrait plutôt essayer ça dans les vestiaires privés. Elle est revenue vers Sébastien avec un petit sourire narquois. Et justement, elle lui dit « Des chats sexy, des lapins playboy, des infirmières, franchement, quelle originalité !» Là, les 2 collègues, ils se sont mis à rigoler. Et justement, c'est le moment idéal pour Sébastien qui trouve enfin le courage de demander à Pénélope si elle veut bien l'accompagner à une projection de minuit ce soir. Elle se mord les lèvres, elle regarde le sol et puis Seb. Elle se met à éclater de rire. Directement, Sébastien il se dit que c'est pas bon. Mais elle lui met un petit coup d'épaule et lui dit « Bon sang, ben oui je veux sortir avec toi ». Là, Seb il se sent comme sur un petit nuage. Bon, il a pas le temps d'apprécier énormément ce moment. Pénélope elle part en direction d'une allée pour aider un père qui trouve pas certaines décorations. Bon, après ça, Sébastien il est parti mettre un nouveau CD dans la sono du magasin. Quand d'un coup, il peut entendre une femme crier. Il se met à courir et en chemin, il peut voir que Pénélope fait de même. Ils sont en train de courir en direction des vestiaires d'où provient le cri.
Là, il y a une scène totalement folle qui se passe devant les yeux de Sébastien. L'homme a éclaté une des portes des vestiaires. Et en plus de ça, il a jeté un galon de faux sang sur l'une des deux filles, sachant qu'en plus elle était en train de se changer entre deux costumes. Heureusement, Pénélope, elle a un réflexe de fou. Elle fait 2 pas en arrière et elle prend un poncho pour le mettre sur la fille. Et dans un même temps, l'autre copine est sortie de sa cabine pour aller voir ce qui se passait. Les 3 filles vont se rendre dans les toilettes personnelles du magasin pour enlever tout le faux sang. Seb, quant à lui, il a juste bugué. Sérieusement, c'est quoi cette scène? Mais bon, heureusement, après un petit moment, ça se remet en place. Et il se met à courir vers l'homme et il lui crie: putain de pervers, je sais pas c'est quoi ton délire, mais pars maintenant. Là, il y a un autre client du magasin qui s'approche de Seb et qui lui dit: éloigne-toi de lui, la police est en route. Le type chelou s'est retourné, il a poussé violemment les portes et il est parti. Quelques minutes plus tard, la police locale est arrivée. Seb a parlé avec eux pendant que Pénélope rassemblait les vêtements des filles. Il a ensuite dit aux agents tout ce qu'il savait. Ils sont allés dans un petit bureau histoire de récupérer les vidéos de caméras de sécurité. Mais bon, inutile de vous dire que ça sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué étant donné que le gars était costumé. Donc Seb, il peut pas leur donner énormément de détails sur le gars. La seule information qu'ils ont réussi à avoir avec les caméras de sécurité, c'était que le gars il s'est garé avec une vieille Ford Festiva. Mais bon, les caméras de sécurité dans ce genre de magasin, c'est pas du high-tech. Et ils ont pas pu faire comme dans les films, c'est-à-dire agrandir pour voir la plaque d'immatriculation. Le type s'est garé assez loin pour que la plaque d'immatriculation paraisse floue. Après ça, les policiers ont parlé avec les 2 jeunes filles et sont enfin partis. Après ça, Seb, il a dû nettoyer tout le bordel que le gars a fait dans le magasin. L'heure de la fermeture arrive et Pénélope dit à Sébastien qu'elle part. Seb, de son côté, il est dégoûté. Il doit encore faire le compte des caisses et il doit fermer tout le magasin avec des codes de sécurité. Alors il lui a dit que tout ça, ça lui prendra une petite heure et qu'après ça, il irait la prendre. Bon, un petit peu de réconfort, Pénélope lui fait un petit bisou sur la joue et part. Seb se rend dans le bureau, compte l'argent et après ça, il ferme le bureau en sortant. Il commence à se diriger vers la porte d'entrée et il peut remarquer qu'il y a une autre flaque. Là, il se dit: putain, je vais devoir passer encore la serpillière. Donc il retourne vers le vestiaire pour prendre de nouveau le balai. Il ouvre la porte et là l'estomac de Seb va se retourner. Il peut voir une chose horrible par terre. Il y a Pénélope par terre qui gît dans une mare de sang. La bouche est recouverte de scotch et il y a des larmes qui coulent de ses joues. Et il peut clairement voir qu'elle essaye de lui dire quelque chose mais qu'elle ne peut pas. Seb prend son téléphone et appelle la police pour leur dire qu'il y a eu un meurtre dans le magasin. L'opérateur lui dit qu'ils arrivent dans moins de 10 minutes. Là, d'un coup, il peut sentir 2 mains sur ses épaules. Et la seconde d'après, il est projeté en arrière. Cette personne l'a projeté dans un rayon du magasin, ce qui fait tout tomber et ça fait un bordel monumental. Sébastien, il essaye de se relever comme il peut et il regarde autour de lui. Et il peut le voir directement, c'est l'homme au masque. Ce gars-là se rapproche très vite de lui et met ses mains autour de son cou. Pendant qu'il se fait étrangler, Sébastien il peut remarquer un détail. Il peut voir que le gars fait des trucs hyper chelous avec sa bouche. Il fait des mouvements de langue assez bizarres. Seb, il essaye de se défendre comme il peut, sauf qu'il n'y a rien à porter. Du coup, il décide de mettre ses 2 mains sur le masque du gars. Et étrangement, ça ressemble quand même à de la vraie peau. Aujourd'hui, Sébastien ne sait toujours pas comment il a fait ça, mais il va faire quelque chose de fou. Il a mis ses pouces sur les yeux de cet homme et il a enfoncé. Ça a déstabilisé cet homme qui l'a relâché une demi-seconde. Mais en tout cas, c'était assez pour se dégager de l'emprise de ce gars. Il peut de nouveau respirer et il s'est mis à courir vers la porte d'entrée pour s'échapper. Mais malheureusement, il l'avait fermée pour faire les comptes. Il se met à donner des énormes coups de poing dans la porte jusqu'à ce que sa main saigne. Et il est tombé là devant la porte en espérant entendre les policiers arriver. Après ça, il s'est recroquevillé dans un coin et il a retenu son souffle. 2 minutes après, il peut entendre l'homme siffler dans le magasin et rigoler. Il peut entendre que l'homme est en train de le chercher. Seb connaît assez bien le magasin et il tente de se faufiler dans l'allée brumeuse. Il essaye de se planquer derrière quelques petites décorations. À un moment, il peut entendre que cet homme est en train de se frayer un chemin dans l'allée où il est. Sauf qu'avec la peur, Sébastien il s'est mis à un petit peu bouger. Et ça a actionné le mécanisme de la sorcière. Ça fait des sortes de mouvements de droite à gauche et malheureusement Seb est maintenant exposé. Et justement, maintenant l'homme a pu voir Sébastien. Il s'est mis à sortir un énorme couteau de sa poche. L'homme se met maintenant à courir vers lui. Sébastien va tenter un dernier petit truc. Il se met à jeter la sorcière sur lui. La décoration n'est pas très lourde ou quoi, mais au moins ça lui laisse l'occasion de courir de nouveau. À ce stade, Seb peut voir les lumières bleues de la police et des policiers qui commencent à ouvrir la porte. Quelques secondes plus tard, ils ont fait irruption dans le magasin. Ils ont fait un petit tour mais n'ont pas trouvé le tueur. Après ça, une ambulance l'a examiné et ils ont jugé qu'il était assez stable pour rentrer chez lui. Quant à Pénélope, malheureusement, elle est morte de ses blessures. Donc pendant cette période d'Halloween, faites attention aux personnes déguisées. Franchement, je sais pas quoi dire à propos de cette histoire. En tout cas, c'est vraiment une énorme dinguerie. Je vous avoue que j'ai vraiment pas envie d'être à la place de Sébastien. Et je pense que personne ici non plus.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marion. Quand tout ça commence, Marion a fini de transporter ses derniers meubles fin octobre dans leur nouvelle maison. Et oui, dans leur nouvelle maison, étant donné qu'elle n'est pas toute seule. Elle est avec son fils. La maison où ils ont emménagé, en fait, il n'y a rien de spécial. Il y a des murs en briques, des fenêtres à carreaux et un toit en pente. La pelouse, elle est pas hyper bien tendue et il y a une partie de la peinture qui est écaillée. Mais franchement, elle nous dit que ça n'a pas d'importance étant donné le prix qu'elle a payé la maison. D'ailleurs, dès qu'ils sont sortis de la voiture, le fils de Marion, Henri, il s'est crispé. Il avait une expression d'angoisse sur le visage et il lui a demandé « Pourquoi les maisons, elles sont pas décorées, maman? Les gens ici font pas la chasse aux bonbons ?» Marion, elle se mordit un petit peu la lèvre et elle réalise qu'effectivement, son fils, il a raison. Il y a aucune citrouille, il y a aucune toile d'araignée, enfin bref, c'est le néant. Par contre, chaque maison est ordonnée et bien entretenue. Il y a juste des petites feuilles qui se baladent ici et là, quoi. Du coup, Marion dit à son fils pour le rassurer qu'ils font sûrement Halloween, mais qu'il est peut-être encore un petit peu tôt pour eux. Et puis bon, Halloween c'est que dans 6 jours. Même si en vrai, Marion elle est pas hyper convaincue de ce qu'elle vient de dire à son fils. Et ça, le fils il le capte direct et il se met à crier « Maman, tout le monde a déjà mis des décorations dans notre ancienne rue, même le vieux Franck !» Ah ouais, le vieux Franck. Il vit dans leur ancien quartier et il est connu pour son aversion pour les décorations d'Halloween. Il leur a même dit une fois « Je dégraderai pas ma propriété avec des déchets plastiques ». Et c'est pas tout, quand il y a des voisins qui s'approchaient de chez lui pour lui parler un petit peu de tout ça, eh bien il s'empêchait pas de leur dire « Si tu veux que ta maison ressemble au cul du diable, ça me va, mais ne touche pas un seul brin d'herbe sur ma pelouse et gardez vos enfants ». Mais malgré sa détermination à montrer qu'il aimait pas Halloween, eh bien il a toujours placé une petite citrouille sur son porche avec quelques friandises cachées à l'intérieur. Et cette année il a carrément fait fort, il a même éparpillé quelques os dans sa pelouse. Certes ça ressemble plus à des os de poulet, mais bon, tout le monde a apprécié le geste. Bref, Henri nous ramène à la réalité et dit à sa mère « Pourquoi on a dû déménager ici? Je veux rentrer à la maison. » Tu sais très bien pourquoi, Henri. Malheureusement, depuis le divorce entre la mère et le père, eh bien ils sont à court d'argent. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de rétrograder un petit peu leur mode de vie. Maintenant, ils sont dans un petit village à la périphérie de la ville. Normalement, Marion n'aurait jamais pensé à déménager aussi loin de son confort, mais elle n'a pas pu résister au prix. Elle rassure son fils pour lui dire que bon, de toute façon, il va se faire plein d'amis. D'ailleurs, elle lui dit même qu'elle a vu des enfants jouer dans la maison voisine hier soir. Elle lui demande s'il est chaud pour aller leur dire bonjour. Henri y réfléchit un petit instant, il serre son camion de pompier rouge contre sa poitrine et il accepte. Bon, pour un enfant de 6 ans, eh bien le fils de Marion, il est très sûr de lui. Il se fait facilement des amis normalement. Pour vous dire, il s'est même un petit peu lié d'amitié avec le vieux Franck. Il l'emmenait pêcher de temps en temps. Au fait, tu penses qu'on peut faire la chasse aux bonbons ici? La mère, elle répond pas forcément étant donné qu'elle est pensive. Mais les deux commencent à monter les marches pour aller vers la maison voisine. Et là, Marion répond à son fils que oui, ils pourront faire la chasse aux bonbons. Elle s'apprête à toquer sur la porte, mais elle a même pas le temps de le faire. La porte est ouverte et quelqu'un est sorti de la maison pour leur dire « Eh bah bonjour !» Là, il y a une femme d'une 50aine d'années qui est apparue dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux sont bouclés en un chignon volumineux et sertis de beaucoup de lacs pour cheveux. Vous voyez le genre. Ah, vous devez être les Foster. Je m'appelle Tabitha. Nous nous demandions tous quand vous alliez enfin vous installer. Robert, mon mari, a supposé que c'était hier. Mais non. J'avais demandé à mon mari de vous aider. Mais il préfère rester avec notre cher Gus. Vous savez, Gus se sent pas bien. Mais mon mari reste à côté de lui à lui parler jour et nuit. Et d'ailleurs, c'est pas avec ses bavardages qu'il va pouvoir se sentir mieux. Après ce petit monologue, Tabitha elle se met à rigoler toute seule à sa propre blague. Et enfin, elle déplace son regard vers le petit Henri. « Alors, comment tu t'appelles » Après avoir dit ça, elle s'approche encore un petit peu plus de lui pour l'examiner. « Henri, madame. Nous sommes venus vous poser des questions sur les décorations. » Là, Marion, elle sourit un petit peu et elle est devenue toute rouge. Et justement, elle reprend pour dire « Nous avons remarqué qu'aucune des maisons n'a de décoration d'Halloween. Le village le fête pas ?» Là, la femme devant eux incline la tête. Ses lèvres se courbent en un fin sourire et elle dit « Ah, Halloween. Ne vous inquiétez pas, nous participons certainement. » Bien sûr. Là, elle se tait pendant un petit moment et ses ongles commencent à frapper la porte d'impatience. Elle reprend et elle dit « Vous savez, ici, on a nos propres traditions. Elles sont peut-être un peu dépassées par rapport à ce à quoi vous êtes habitué en ville. Mais ça nous tient à cœur. Robert, sors de cette pièce et viens dire bonjour. » Ok, je vois, et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Ne vous inquiétez pas, cette année, c'est moi et Robert qui nous occupons de tout. Là, elle se met à sourire et Marion peut remarquer un truc qu'elle n'avait pas vu auparavant. Elle a une petite dent en or au calme. Et derrière elle, il y a un homme qui arrive. Il est chauve et il a une moustache grisonnante. Il arrive devant la porte, il fait juste un coucou à Marion et Henri et il repart. Là, sa femme, elle se remet à crier son prénom. Et justement, Robert il va se retourner de nouveau, toucher sa moustache et regarder Marion. Bonjour, moi c'est Marion et lui c'est...
Et bah la mère elle a même pas eu le temps de finir la phrase que le vieux Robert il était déjà parti. Tabitha elle leur explique alors qu'il faut pas s'inquiéter pour lui. En fait c'est à cause de Gus, il a eu 82 ans le mois dernier. Et là elle va s'arrêter net comme si elle allait révéler quelque chose qu'il fallait pas. Marion hoche la tête et patiente pendant que Tabitha essaye de leur donner quelques détails concernant chaque maison du quartier. Apparemment il y a des enfants dans pratiquement toutes les maisons et Henri a l'air d'être heureux. Henri il est tellement excité qu'il se met à demander « Ah ouais il y a des enfants dans votre maison ?» Maman a dit qu'elle en avait vu la dernière fois jouer dans la cour. Forcément la mère elle est un petit peu gênée et elle met un petit coup de coude à Henri. Mais en même temps bon bah elle se sent soulagée. Les enfants ils peuvent plus facilement poser des questions que les adultes. Nos petits-enfants viennent nous rendre visite chaque semaine. Bon c'est bien gentil tout ça mais Marion il y a un petit truc qui trotte dans sa tête. Elle se dit que depuis le temps, Tabitha elle aurait dû les inviter à rentrer chez elle. Bref, elle essaye de passer à autre chose et elle demande à Tabitha si ça les dérangerait que elle et Henri décorent leur maison. Tout ça avec des citrouilles, des araignées, des toiles d'araignées, vous voyez le genre. Et Tabitha leur répond que non, ça les gênera pas du tout. Mais que par contre, eux seront sûrement gênés par ce que eux vont faire. Ça y est, enfin cette conversation se termine et Marion et Henri redescendent les marches en silence. Marion, elle réfléchit un petit peu et elle se demande pourquoi elle lui a dit qu'elle serait gênée à propos de leur décoration. Là, elle se met à scanner les maisons voisines en se disant que peut-être elle a raté des décorations ou quoi. Mais non, il y a rien du tout. Il y a juste un vieux sac en papier qui est en train de tourner dans le vent. Alors pendant les jours à venir, Marion et Henri ont décidé de tailler 5 citrouilles plus terribles les unes que les autres. Ils ont accroché des guirlandes lumineuses orange aux balustrades et drapé des toiles d'araignée sur les buissons. Une fois fini, Henri a commencé à réclamer la machine à brouillard au fond de la boîte. Mais Marion elle lui dit qu'on va peut-être se calmer sur ce truc là. Elle veut pas forcément attirer l'attention dans le quartier. Puis le temps passe et aucune décoration ne fait son apparition dans le quartier. Et avant même qu'elle s'en aperçoive, le 31 octobre est arrivé. Là, si Marion et Henri étaient encore en ville, ils auraient sûrement passé leur matinée au centre commercial pour remplir leur chariot de friandises. Au lieu de ça, Marion elle regarde une toile d'araignée flotter à travers sa fenêtre de la cuisine. Et clairement, ça ressemble pas du tout à Halloween. Mais alors, pas du tout. Entre le village où ils sont et la ville, c'est deux mondes différents. Y a pas de costume, y a pas de bonbons, y a carrément pas de joie. Seulement le brouillard, l'humidité et un vide complètement absolu. Des fois, il y a quelques personnes qui passent dans la rue, qui regardent leur décoration d'un air bizarre et qui repartent. Et pour aggraver les choses, eh bien le petit Henri porte son costume de Batman depuis 7h du matin. Oui, lui il est chaud patate. Il est tellement à fond que dans le salon il se met à crier un bonbon ou un sort, un bonbon ou un sort. Enfin bref, il fait que ça. À 18h, Marion, elle envisage sérieusement de faire le trajet de 2 heures de route pour aller en ville. Henri, lui, il est toujours dans la maison à s'exciter comme jamais. Et malheureusement pour Marion, eh bien le brouillard à l'extérieur semble devenir de plus en plus épais. Et surtout de plus en plus déprimant à chaque seconde. Là, Marion elle commence à jurer dans sa tête et elle se demande où sont bien passés les gens. Tabitha, la voisine, elle lui a dit qu'il y avait du monde ici. Alors pourquoi en fait il y a personne? À un moment, Henri regarde la télé et Marion lui demande « Tu voudrais pas monter dans la voiture et aller en ville? En chemin, on pourrait aller visiter une maison hantée si tu veux. En plus, j'ai entendu dire qu'il y en avait des pas mal cette année. » Là, les yeux de Henri s'illuminent comme jamais. « Sérieusement, vraiment? Mais c'est trop loin ?» Là, Marion elle soupire. Oui, c'est vrai que c'est loin. Mais clairement, elle peut pas supporter de voir la déception sur le visage de son fils. Elle prend les clés de la vieille voiture avant qu'elle ne change d'avis. Et elle dit à Henri, allez viens. Mais quand ils ouvrent la porte, il y a quelque chose qui les arrête dans leur élan. Il y a un enfant vêtu d'un costume et qui porte un panier en forme de citrouille. Effectivement, il y a un épais brouillard, mais ils ont quand même pu voir un petit gamin se balader devant chez eux. Alors là, Henri, il est trop content. Et il lui fait, t'as vu? En lui montrant le petit gamin qui est en train de sonner à une porte. Et de loin, ils peuvent voir que cet enfant est en train de faire la tradition un bonbon ou un sort. La mère et Henri sont émerveillés de voir ce petit spectacle. Sauf que c'est pas tout, au fur et à mesure, il y a des enfants qui se mettent à pop un petit peu partout. Ils ont des baguettes, des paniers, des petites épées. Maman, est-ce que je peux y aller? Quand je vous dis qu'il a l'air enthousiaste, oui, il l'est. Marion, elle se met à pousser un soupir de soulagement. Puisque malgré le manque de décoration, eh bien Halloween semble enfin battre son plein. Elle regarde son fils et elle lui dit bien sûr que tu peux y aller mon gamin. Mais ne sois pas trop long, d'accord? Ne mange pas les bonbons avant d'être rentré à la maison. Henri hoche la tête comme un fou, il va prendre son panier et il se dirige vers les autres gamins. Ça y est, Marion est toute contente, son fils est en train de faire la chasse aux bonbons. Et justement, il est rentré un petit peu avant 21h, sachant que ça faisait déjà une bonne heure qu'il commençait à pleuvoir. Henri, il est trempé comme jamais, mais il a un sourire énorme sur le visage. Quand il est rentré, il a directement dit à sa mère qu'il s'était fait plein d'amis. Sa mère, elle est en train de rigoler pendant qu'il lui raconte plein d'anecdotes. Mais surtout, elle l'aide à enlever ses vêtements mouillés et à enfiler un petit pyjama. Alors, t'as eu beaucoup de bonbons? Il la regarde et il lui fait « Ouais !»
Ensuite, il attrape son panier et il commence à verser le contenu sur le sol. Il lui fait même « Regarde, il y a quelqu'un qui m'a carrément donné un paquet de Snickers ». Marion, justement, elle ouvre le paquet et elle lui donne un petit chocolat. Après ça, elle se met à trier un petit peu tous les bonbons. Il y a des paquets d'oursons guimauve, il y a des barres de chocolat, il y a de la réglisse, des bonbons au maïs et quelque chose d'autre. Henri, c'est quoi ça? Elle peut voir que sur le sol, il y a un petit paquet enveloppé dans un papier en soie blanc. Henri il la regarde et il lui dit que c'est sûrement du gâteau. Il sait pas ce que c'est mais de toute façon tout le monde en a eu. Marion elle prend ça dans ses mains et elle défait lentement le nœud. Elle est pas vraiment à l'aise avec le fait de laisser son enfant manger un gâteau fait par quelqu'un d'autre. Elle jette alors un coup d'œil pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, il y a une envie de vomir qui lui prend. Elle replie le tissu en soie et elle le pose au sol. Là, la tête de Marion, elle se met à tourner. Sa vision, elle devient floue. Elle se met à regarder son fils qui a du chocolat tout autour de la bouche et elle commence à lui demander « Où est-ce que t'as eu ça ?» Henri lui répond tranquillement en mangeant ses bonbons. « C'est la femme d'à côté qui m'a donné ça. » La mère, elle le regarde et elle lui fait « Quoi ? Tabitha ?» Le cœur de Marion, il tambourine de plus en plus. Henri, il peut voir que sa mère, elle va pas très bien. Et il lui demande si ça va. La mère, elle est carrément en train de lutter pour respirer. Elle met même une main sur le mur pour s'aider à tenir debout. Elle peut sentir d'ici la puanteur de ce truc. Et carrément la nausée qui remonte. Henri, il est tout petit et il comprend pas trop ce qui se passe. Il se lève alors pour aider sa mère. Mais en allant vers elle, il peut voir le paquet par terre et il commence à s'abaisser pour le ramasser. Non, ramasse surtout pas ça, va dans ta chambre. C'est ce que Marion lui a dit avec un ton vraiment vénère. Et forcément, le petit gamin en entendant sa mère crier comme ça, il fait la tête. Le truc, c'est que Marion, elle veut pas qu'il découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Elle veut vraiment pas toucher à cette chose qui est par terre. Mais elle va devoir le faire et elle le ramasse. En le touchant, elle a juste une envie, c'est de vomir. Elle essaye de se contrôler du mieux qu'elle peut. Elle est à deux doigts de trébucher pendant qu'elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle sort et il fait vraiment froid d'un coup. La rue, quant à elle, elle est déserte. Le vent siffle et au loin, elle peut même entendre un corbeau. Marion fait un petit demi-tour, prend un châle sur le porte-manteau et se dirige vers la maison de Tabitha et de Robert. Elle a vraiment du mal à marcher, ses genoux y faiblissent à chaque pas. Elle est encore sous le choc de ce qu'elle vient de voir. Une fois devant chez eux, elle appuie à la sonnette, elle frappe à la porte, elle fait les deux en même temps. Elle sait même pas comment elle va leur dire ça. Bonjour, c'est vous qui avez donné ça à mon fils par accident ou vous avez fait exprès? Elle peut pas leur dire ça, non? De toute façon, elle a pas le temps d'y penser plus qu'elle peut entendre des bruits de pas s'approcher de la porte. Ah Marion, qu'est-ce que vous faites là? Ah je suis désolé, comment dire, mon fils Henri a ramené ce truc dans la maison. Marion elle essaye tant bien que mal de lui donner le paquet, mais elle peut sentir l'odeur et c'est vraiment horrible. Tabitha, elle la regarde en se pinçant les lèvres et elle lui dit « Ah ouais, il aime pas ça ». Là, Marion, elle reste abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. Et elle se demande même si elle a bien entendu ce qu'elle vient d'entendre. Je suis désolé, mais comment dire Tabitha, elle se met à sourire et elle lui dit « Oui, c'est un rein ». Quoi? Il aurait préféré autre chose? Là, Marion, elle sait pas comment elle a fait, mais elle arrive à retenir un vomi qui allait vraiment sortir de sa bouche. Elle se dit que là, c'est pas possible, ça doit juste être une farce, que c'est juste littéralement trop. Qui pourrait distribuer des organes d'animaux à des enfants? C'est juste pas possible normalement. Là, Tabitha, elle examine un petit peu Marion et elle enlève la chaîne de la porte. Mais ce n'est pas un organe d'animal, c'est blessant ce que vous dites. Ça vient d'un humain. Notre cher Gus a sacrifié sa vie et tu oses te plaindre? Là, Marion, elle sait pas quoi dire. Elle reste bouche bée de ce qu'elle vient d'entendre. Bon, ça dure pas 50 ans étant donné qu'elle décide de vite courir chez elle pour aller s'enfermer. Elle appelle la police et leur explique ce qui se passe. Alors là, accrochez-vous, les policiers vont mettre plus d'1 heure à arriver. Une fois chez elle, elle donne le paquet aux policiers et ils se mettent à partir de chez elle sans rien dire. Après ça, Marion elle a essayé d'appeler la police pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais à chaque fois qu'elle arrive à les avoir au téléphone, ils lui disent que non, ils ont rien analysé. Après ça, les mois ont passé et lui ont dit que non, ils n'avaient plus rien du tout. Ce qui est vraiment étrange étant donné qu'elle sait très bien ce qu'elle a donné aux policiers. Depuis ce jour-là, Marion a peur de tous les habitants de ce village. Mais encore plus en ce moment étant donné qu'Halloween approche. Et il semblerait bien que la police dans le comté ne fait pas du tout son boulot. À l'heure actuelle, Marion est en train de se préparer pour Halloween. Mais elle ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors là, je peux vous dire que c'est pas facile comme histoire. Alors, est-ce qu'au final, c'est un organe d'animal ou bien l'organe d'un humain? Déjà, de 1, ça change pas mal de choses. Mais ce qui change pas du tout, c'est que c'est what the fuck de donner ça à des enfants. Marion, j'aurais déménagé à ta place. Enfin, de toute façon, elle m'entendra pas, elle parle pas français, je pense, hein. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Caroline nous dit qu'elle a 16 ans au moment où cette histoire se passe. Et cette histoire se passe plus précisément le jour d'Halloween. Bon, pour bien fêter ça, Caroline, elle a rendez-vous devant son lycée avec sa meilleure amie. Elles veulent faire un petit peu la tournée des bonbons, mais surtout après, il y a une fête.
Les filles se rejoignent devant le lycée et tout se passe bien. Caroline, elle nous avoue qu'elles ont des déguisements qui sont pas non plus masterclass. Mais bon, elle s'amuse et par-dessus tout, elle s'éclate. Puisque l'ambiance d'Halloween, vous ne l'avez qu'une fois. Il faut vraiment en profiter. C'est un petit peu comme Noël. Bref, les heures passent et les deux filles décident de décaler pour aller un peu plus loin de leur quartier pour rejoindre la fête. Il fait nuit et les rues commencent petit à petit à être désertes. Mais à un moment, elles entendent quelqu'un crier. Les deux filles sursautent, se retournent, mais il y a rien en fait. Bon, les filles, elles se disent que pour l'occasion, eh bien, il y a une des maisons qui est peut-être devenue une maison hantée ou un truc dans le genre. Elles reprennent la route et n'ont même pas fait 5 pas que les cris recommencent de nouveau. Cette fois-ci, elles comprennent que c'est les hurlements d'une femme. Elles se retournent et au loin, elles peuvent voir une femme qui est en train de courir. Et de ce qu'elles arrivent à voir, cette femme a l'air recouverte de sang. Et ses vêtements, ils sont complètement déchirés de partout. À ce moment-là, Caroline, elle n'arrive pas vraiment à distinguer les traits de cette femme. Mais elle a pas l'air hyper propre sur elle, elle est plutôt sale. Les deux filles se regardent et essayent de courir vers cette femme pour savoir si elle a besoin d'aide. Sauf que cette femme qui courait également a trébuché. Elle se met à hurler mais les filles ne comprennent pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Cette femme se retourne et regarde à droite à gauche comme si elle cherchait quelque chose. Elle regarde alors les filles qui commencent à s'approcher d'elle. Caroline, elle peut nous dire que son regard a l'air d'être apeuré, comme si elle avait peur de quelque chose. Enfin non, Caroline, elle en est sûre. Elle a clairement peur de quelque chose. Les deux amis essayent d'interroger la femme mais elle se remet debout et elle crie qu'elles doivent tous courir autrement il va les tuer. Les deux femmes essayent d'interroger cette femme mais elle se remet debout et elle leur crie qu'elles doivent absolument courir autrement il va les tuer aussi. Et dans la voix de cette femme, les deux amis ont pu entendre le désespoir, la souffrance et le dégoût. Du coup, les filles n'ont pas cherché à comprendre et elles se sont mises à courir. Et vraiment pas un petit peu, plutôt de toute leur force. Mais à un moment donné, les deux amis elles se demandent pas si tout ça c'est en fait un scénario. Peut-être une mise en scène pour un truc un petit peu plus macabre. Donc les deux femmes se sont arrêtées et elles l'ont stoppé net. À ce moment-là, les filles ne savent même pas où elles sont. En stoppant cette femme, elles lui ont dit que ça y est, maintenant elle devrait être en sécurité. Après ça, cette femme a commencé à pleurer et elle leur a dit qu'elle n'était en sécurité nulle part et qu'elle est sûre d'elle. Il va la retrouver. De toute façon, il l'a toujours retrouvée où qu'elle se cache. Elle se met alors de nouveau à pleurer. Elle leur dit qu'elle est désolée de les avoir emmenés dans cette galère avec elle et que franchement, il vaudrait mieux qu'elle parte avant qu'il ne les voie et qu'il les attrape aussi. Elle leur dit que de toute façon, pour elle, c'est déjà fini. Il a la main prise sur sa famille, ses amis et tout le reste de sa vie. De ce que les filles peuvent comprendre, cet homme est très puissant et il a de bonnes relations. Les deux filles, elles savent pas quoi dire. Elles savent pas du tout si cette femme, elle leur dit la vérité ou si elle est en plein délire. Puisque bon, depuis tout à l'heure, il y a quand même personne qui les suit. Mais les faits sont là, cette femme a l'air d'être dans un état critique. Caroline dit alors à cette femme qu'elle va appeler la police. Là, la femme va lui arracher le téléphone des mains et va l'éclater au sol. Elle lui dit que non, faut surtout pas appeler la police. Puisque le gars qui la recherche, eh bien, il a des contacts au sein de la police. Et que du coup, s'ils appellent des policiers, ils auront directement son signalement. Et forcément, là où il se trouve. Les deux filles ne savent pas quoi faire et elles lui disent de ne surtout pas bouger d'ici. L'une des filles propose d'aller à la pharmacie un petit peu à côté, histoire de lui prendre quelques médicaments. La femme, elle les regarde, elle réfléchit un petit peu et au bout d'un moment, elle hoche la tête. Mais avant que les filles ne partent, elle leur donne quand même quelques informations. Si vous voyez un homme très grand et sombre, fuyez. Ne revenez pas, s'il vous plaît. Si vous voyez que je ne suis plus ici quand vous êtes revenu, ne me cherchez pas. Si vous êtes prise avec moi, vous êtes à sa merci. Et plus personne ne pourra jamais rien pour vous. D'ailleurs, je vous mets en danger. Là, en ce moment même, je devrais partir. Je suis désolé les filles. Quelques secondes après, des pas ont commencé à se faire entendre dans la ruelle. Cette femme a directement entendu les bruits de pas et a poussé les filles contre un mur. Elle leur a alors fait un petit chute avec le doigt. Les filles sont maintenant cachées derrière les poubelles et cette femme leur dit « C'est lui ». Les filles restent cachées derrière leurs poubelles et peuvent entendre la voix d'un homme qui s'élève et dit « Combien de fois je dois te dire que c'est pas possible pour toi de fuir? Je te retrouverai toujours ma petite poupée. Tu es à moi. » Après ça, elles peuvent entendre la femme dire « Non, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai rien fait. Je promets que si vous me libérez, je dirai rien à personne. » Là, les filles peuvent entendre que cet homme va lâcher un énorme soupir. Et elles peuvent entendre que cet homme commence à s'approcher de cette femme qui sûrement essaye de reculer. Les deux amies sont toutes les deux terrifiées et elles ne savent pas quoi faire. Elles retiennent leur respiration quand elles peuvent apercevoir la silhouette d'un homme qui est très grand, habillé tout en noir. Elles peuvent vite fait apercevoir qu'il porte quelque chose dans sa main. Et en regardant un petit peu mieux, elles peuvent voir ce que c'est. Il a comme une laisse et au bout de cette laisse, il y a un collier.
En voyant ça, la femme essaye de partir en courant. Mais malheureusement, cette ruelle, c'est un cul-de-sac. L'homme arrive à la rattraper et autant vous dire que c'est plutôt violent. Les filles peuvent entendre que cette femme tombe violemment au sol. Les deux amies, elles sont totalement terrifiées qu'elles n'osent même pas essayer de regarder ce qui se passe. Elles peuvent juste entendre que cette femme essaye de dire des choses. Mais la femme a l'air d'avoir pris un méchant coup étant donné qu'elle semble comme sonner. Après ça, l'homme semble porter cette femme sur ses épaules et s'en aller. Après ça, les deux filles sont restées là toute la nuit tellement elles avaient peur. Elles ont été littéralement choquées de ce qu'elles venaient de vivre. Elles n'en croient pas leurs oreilles et leurs yeux. Et surtout, maintenant, elles savent pas quoi faire de tout ça. Puisque cette femme leur a dit de ne surtout pas prévenir la police. Elles ont alors gardé le silence sur cette histoire pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, elles savent pas du tout ce qui s'est passé pour cette femme cette nuit-là. À chaque fois qu'elles y repensent, Caroline et son amie, elles sont désespérées. Elles espèrent quand même que cette femme va mieux, même si elles n'ont pas pu l'aider. Et oui, j'espère de tout cœur que cette personne a pu s'en sortir. Mais de ce qu'on a pu entendre de cette histoire, je pense que malheureusement ce sera pas le cas. J'ai presque l'impression que tout ça, ça va partir en true crime. Limite dans quelques années, t'auras une vidéo concernant cette jeune femme. Et son agresseur qui potentiellement, vu comment elle nous l'a décrit, est un tueur en série. J'ai pas les mots clairement, ou un énorme psychopathe. Bon, ce qu'on peut clairement capter, c'est que le gars, il aime dominer. Surtout avec le détail du collier et de la laisse. Je vais pas vous mentir que normalement l'histoire elle est pas censée vous laisser bien. Bon, je suis désolé pour ça, c'était pas le but. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Manon. Tout d'abord, Manon, elle veut nous expliquer quelques petits détails sur sa vie. Puisque oui, ce sera quand même assez important pour la suite de l'histoire. Manon, elle a des parents qui ont toujours été là pour elle. Quoi qu'il arrive, même dans les pires situations qu'elle a dû vivre au cours de sa vie. Et justement, toute son histoire commence il y a pas mal d'années. Elle sait plus précisément quand ça commence. Mais c'était à un âge assez jeune, mais quand même assez vieux pour pouvoir sortir seule le soir et aller récolter des bonbons. Les parents de Manon lui ont toujours fait confiance. C'est pas le genre d'enfant à mentir ou à faire des farces, elle est plutôt sage. Bref, arrive le moment où elle sort, tout se passe bien. Elle retrouve ses amis, elle va toquer à des portes, elle récolte des bonbons. Y a rien d'anormal, pas vrai? C'est ce que Manon pensait au début. Mais à un moment, elle a pu voir que quelqu'un la suivait. Bon, au bout d'un certain temps, elle se dit que c'est quand même bizarre, même pour son jeune âge. Elle décide donc de rentrer chez elle. Et à vrai dire, du coup, dans cette soirée, il s'est rien passé d'anormal si ce n'est quelqu'un qui l'a suivi un petit peu. Elle décide donc qu'elle va pas en parler à ses parents et elle continue sa vie. Les jours et les mois défilent, même si elle est jeune, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Ou du moins, il y a quelque chose qui a changé. Elle se sent comme observée, comme s'il y avait quelque chose de lourd sur ses épaules. En fait, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle va pas en parler à ses parents étant donné qu'elle comprend pas vraiment ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, les mois défilent et elle a toujours une sensation bizarre. Mais au final, il se passe rien de concret. Puis enfin, arrive un nouveau Halloween. Manon est super contente, elle retrouve des amis. Et comme à Halloween dernier, tout se passe bien à part qu'elle a vraiment l'impression d'être suivie. Elle a l'impression qu'il y a des regards sur elle. Mais quand elle regarde autour d'elle, il y a que des enfants, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants. Du coup, elle laisse couler. Une fois arrivée à la fin de la tournée, Manon, elle décide de rentrer chez elle seule. C'est là que les choses vont commencer à prendre une ampleur hallucinante. Manon, elle est là, elle marche tranquillement, elle est contente de la petite récolte qu'elle a eue. À ce moment-là, elle a pas plus de 10 ans, elle regarde dans son sac ce qu'elle a bien pu récolter. Quand d'un coup, elle percute un homme. Elle tombe directement sur le sol. Et les bonbons, forcément, quant à eux, ils sont également sur le sol. Évidemment, elle a pas fait exprès de rentrer dans ce mec, du coup, elle s'excuse. Mais l'homme, quant à lui, il ne parle pas. Donc Manon, elle lève les yeux et elle le regarde. Sur le moment, elle a vraiment peur. L'homme a un masque horrible sur le visage. Il porte un costume taché de sang. Sur le moment, ça la fait vraiment flipper. Elle le regarde et elle lui dit « Je suis désolé monsieur. » Bon, c'est pas tout, mais ses bonbons sont quand même tombés au sol. Du coup, elle commence à les ramasser pour les remettre dans son panier. Et justement, l'homme il s'abaisse pour l'aider à ramasser ses bonbons. Sauf qu'il a toujours pas prononcé un mot. Bon, pour le remercier, Manon elle va lui sourire et elle va lui dire un grand merci. Sauf que là, l'homme va rattraper sa main, la serrer fort dans la sienne. La petite Manon, elle va crier que ce gars il lui fait mal et qu'il vaudrait mieux qu'il la lâche. Mais c'est pas du tout ce que fait cet homme. Il commence vraiment à la tirer par le bras pour l'emmener quelque part. Sauf que Manon, elle veut absolument pas suivre ce gars. Et du coup, elle se met à crier le plus fort possible histoire que quelqu'un puisse l'entendre. Puisque oui, normalement, il y a quand même pas mal de gens dans la rue. Sauf que là, il y a que des parents qui semblent choqués par la situation. Comme si, en fait, Manon, c'était une gamine capricieuse. Sur le coup, ils sont vraiment pas en train de penser que cet homme est en train de l'emmener de force. Du coup, la seule solution qu'elle a trouvée pour le ralentir, c'est de s'allonger comme une crêpe sur le sol et de se mettre à crier et crier encore. Sauf que personne ne lui vient en aide. À un moment, l'homme lui sort « Mais ta gueule, tu vas ramener tout le monde !»
Bon, heureusement, Manon elle écoute pas et elle continue de crier. Et justement, Manon elle peut voir enfin une porte de sortie. Il y a une de ses amies qui était un petit peu derrière qui a prévenu sa mère qu'il y avait quelqu'un de bizarre qui s'en prenait à elle. Et heureusement, cette mère-là elle s'est mise à courir vers cet homme. L'homme il a lâché la main de Manon et il s'est mis à détaler. La mère de la copine s'est approchée de Manon et lui a demandé si elle allait bien. Surtout, elle essaye de la rassurer en lui disant que ça y est, elle va appeler la police. Après un petit temps, la police est venue et Manon a été reconduite à ses parents. Et alors là, pour une fois, les policiers ils ont fait quelque chose d'assez fort. Grâce au descriptif de la maman de son ami et de la petite fille, eh bien ils ont pu arrêter ce gars. On peut donc se dire que tout finit bien, pas vrai? Sauf que non, c'est pas fini. On va donc continuer cette histoire. À cause de cet événement, vous imaginez bien que ça a laissé des traces chez Manon. Et maintenant, elle a une crainte de fou à propos d'Halloween. À tel point qu'elle supporte plus ce soir maudit. Ce qui fait que tous les Halloween suivants, eh bien elle est restée chez ses parents ou bien une fois encore plus grande, eh bien chez elle. Comme vous l'avez compris, les années ont passé et Manon a bien grandi. Et ses parents justement, ils ont vieilli et malheureusement, eh bien ils sont morts. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important à dire sur leur mort. Les deux parents sont morts quand elle n'avait que 35 ans. Justement, il y a tellement de choses qu'elle aurait voulu leur dire avant qu'ils ne partent. Mais elle n'y a pas pensé ou juste par manque de temps. Et justement, elle regrette beaucoup les moments qu'elle n'a pas pu passer avec ses parents. D'ailleurs, petit cut dans la vidéo pour dire que je t'aime maman. Voilà, c'est cadeau, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bref, petit aparté fait, eh bien malheureusement les parents de Manon ils sont morts dans un accident de voiture. Alors qu'on soit d'accord, c'est déjà extrêmement grave. Mais le pire c'est que les circonstances sont vraiment folles. En fait, il y a un homme alcoolisé qui a percuté la voiture de ses parents alors que eux-mêmes venaient lui rendre visite à la maternité alors qu'elle accouchait de ses jumeaux. Ce qui fait que, en plus du coup, elle s'en veut beaucoup pour la mort de ses parents. Suite à ça, Manon elle a hérité de tous leurs biens étant donné qu'elle était fille unique. Le truc c'est qu'elle pouvait pas retourner dans la maison de son enfance. Il y avait des souvenirs assez traumatisants pour elle. Sauf qu'à un moment, elle et son mari, eh bien ils ont dû emménager dans la maison à cause de problèmes financiers. Au début, son mari voulait vendre la maison. Mais Manon, quant à elle, elle pouvait pas s'y résoudre. Donc ils ont décidé d'y emménager. Revoir cette maison, eh bien c'était beaucoup de douleur pour Manon et aussi beaucoup de chaleur. Il y a quand même eu de belles choses positives, sachant que là-bas c'est comme si elle retrouvait un petit peu de ses parents. Manon elle est quand même assez nostalgique, ça fait 6 ans qu'elle n'est pas venue dans la maison de ses parents. Heureusement pour elle, il y a un couple de voisins des parents qui venaient dans la maison histoire de faire un petit peu d'entretien. Puisque en plus d'être des voisins, eh bien c'était des amis. C'était en quelque sorte un hommage à leur frère. Donc autant vous dire que quand ils ont emménagé dans la maison, eh bien il n'y avait pas grand chose à refaire. Sachant que je vous le rappelle, maintenant Manon elle a quand même 2 petits enfants de 6 ans. Mais autant se le dire, au début c'était clairement pas facile pour Manon. Mais bon, grâce à son mari et ses petits bouts de chou, elle a enfin pu retrouver le sourire. Et en quelque sorte, elle a pu faire son deuil. Bref, les mois passent et on arrive maintenant au mois d'octobre. Le mari de Manon, il sait ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et il sait très bien que cette soirée-là, elle ne sort pas du tout. Ça, il le comprend très bien et c'est pour ça que c'est lui qui va s'occuper de faire le tour des maisons avec les gamins. Manon, quant à elle, elle reste à la maison pour distribuer les bonbons aux enfants qui vont passer. L'heure de faire la tournée des bonbons est arrivée et son mari part avec les enfants. Il lui dit que si ça va pas bien, elle peut aller se reposer tranquillement. Ou que si jamais il y a un problème, elle l'appelle. Elle embrasse également ses 2 petits bouts de chou et elle leur souhaite une bonne chasse aux bonbons. Le temps passe et les enfants défilent à la porte. Il y en a tellement qu'elle ne regarde même plus à l'œilleton pour voir qui c'est qui frappe. Alors quand quelqu'un sonne à la porte, eh bien elle s'empare directement du saladier à bonbons et elle ouvre en grand la porte. Sauf qu'elle va avoir la peur de sa vie, elle voit son pire cauchemar devant chez elle. Un homme avec le même masque que quand elle était petite. Le gars porte également un costume taché de sang. Cette scène-là, elle a l'impression qu'elle a duré des heures. Sauf qu'au final, elle le sait très bien que ça a duré quoi, même pas 10 secondes. Et heureusement, elle a un réflexe de fou malade, elle referme directement la porte. Et justement, l'homme qui était sur le porche, eh bien il a dû se rendre compte de rien, étant donné que sur le moment, il a même pas essayé d'agir ou quoi. Sauf qu'une fois la porte fermée, il a directement essayé de l'ouvrir. Et Manon a directement verrouillé la porte et elle a mis une petite chaîne. Elle court ensuite directement vers la porte de derrière pour la fermer. Et dehors, elle peut entendre que cet homme est en train de courir, puisque lui aussi a eu la même idée qu'elle. Là, Manon, elle capte un petit truc. Tout à l'heure, elle a fait quand même pas mal de ménage et elle a ouvert en grand les fenêtres pour aérer. Et elle se dit que s'il s'en aperçoit, eh bien elle est dans la merde la plus totale. Et elle sait qu'elle peut pas les fermer, sinon bah lui il va avoir l'idée de passer par la fenêtre. Elle décide donc de prendre son téléphone et de monter à l'étage. Elle commence à entendre des bons gros coups violents dans la porte. Et ça devient de plus en plus violent. En localisant un petit peu le bruit, elle entend que ça vient pas de la porte de devant, mais bien de la porte de la cuisine qui est un petit peu moins solide. Elle est pas dupe Manon, elle sait qu'avec une telle force, la porte va pas tenir 150 ans. Elle décide donc de monter dans le grenier et de bloquer la porte avec tout ce qu'elle trouve. Elle appelle directement son mari et lui dit de ne pas rentrer. Et surtout,
de ne pas mettre les enfants en danger. Elle pleure comme une madeleine et son mari essaye de la rassurer. Sauf que comme elle se l'imaginait, eh bien la porte de la cuisine n'a pas tenu. Elle le dit directement à son mari et son mari lui dit de raccrocher l'appel et de téléphoner à la police. Il lui dit que de son côté, il a réussi à mettre les jumeaux en sécurité. Là, Manon, elle pleure toutes les larmes de son corps. Les bruits de son cœur deviennent de plus en plus brutals. Limite, elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Elle appelle la police et elle décide de chuchoter. L'opératrice au téléphone a du mal à l'entendre et lui demande de répéter certaines choses. Elle essaye de la rassurer du mieux qu'elle peut en lui disant que la police va pas tarder. Par contre, elle lui dit une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas raccrocher. En même temps, Manon peut entendre que cet homme cherche dans toute la maison. Mais par manque de bol, Manon elle éternue à cause de la poussière. Et forcément, elle le sait que ce type l'a entendu. L'homme qui jusqu'alors était silencieux se met à dire « Je sais où tu es, et cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas ». Juste après avoir dit ça, il se met à défoncer la porte. Manon elle a vraiment peur et elle se met à crier qu'il faut vraiment que la police magne son cul. En même temps elle crie à l'individu que la police va pas tarder à arriver. Sauf que l'homme derrière la porte il se met à rire tout en défonçant la porte. La police, c'est marrant, tu crois que je suis sorti comment de ce centre? Manon, elle est de plus en plus terrifiée. Les battements de son cœur, c'est vraiment une machine de guerre. Sauf que maintenant, Manon, elle peut entendre qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Elle comprend très vite qui c'est son mari étant donné qu'il se met à gueuler son prénom. Sauf que là, il y a une chose vraiment horrible pour elle. Elle sait qu'il va forcément faire la rencontre de cet homme. Mais elle ne peut rien faire pour lui. Puisque si elle sort, ça va pas aider son mari. Très peu de temps après, elle peut entendre le gars derrière la porte dire « Eh bien, on a de la visite !» Je m'occupe de lui et je reviens. Juste après avoir dit ça, les coups sur la porte sont arrêtés. Et le silence fait son apparition. Enfin, très peu de temps étant donné que son mari continue de gueuler son prénom. « Manon, tu es où ma chérie ?» Là, elle peut pas nous dire ce qui s'est passé, juste elle a entendu un énorme boom. Ensuite, elle peut entendre le bruit d'une bagarre dans la maison. Manon, elle est en pleurs et elle explique la situation à l'opératrice. Elle leur demande de vraiment venir au plus vite. Elle leur dit qu'autrement, eh bien c'est son mari qui va mourir. Elle peut entendre que dans la maison, la bagarre n'est pas finie. L'opératrice au téléphone lui dit de ne surtout pas bouger et de bien rester cachée. Sauf que ça y est, dans la tête de Manon, il y a un truc qui se passe. Elle s'en fout. Elle décide de sortir de là pour aller aider son mari. Ce qui l'a poussée à faire ça, c'est qu'il y a une pensée qui vient dans sa tête. Elle ne veut pas avoir à enterrer quelqu'un qu'elle aime de plus. C'est vraiment hors de question. Elle décide donc de dégager tout ce qu'elle a mis devant la porte. Elle ouvre et au passage dans le couloir, elle décide de prendre un vase. Et elle se met à courir en direction du bruit d'où vient la lutte. Et malheureusement, elle peut voir que son mari n'a pas le dessus. Il est en train de se défendre comme il peut et l'homme est au-dessus de lui. Là, elle cherche pas à comprendre. Elle se met à écraser le vase sur la tête de ce gars. Heureusement, son mari qui était au sol l'a vu venir. Et il a réussi à se protéger des bouts de verre qui tombaient. Mais l'homme, quant à lui, il l'a pas vu venir. Et heureusement, il a l'air totalement sonné. Sauf que Manon, elle est prise d'une rage folle. Et elle va pas du tout s'arrêter là. Elle se met à donner des énormes coups de poing et des énormes coups de pied à ce gars. Comme elle le dit, elle était vraiment en hystérie totale. Elle était réellement sur le point de le tuer. À tel point que sur le coup, elle sait pas du tout qui l'a arrêté. Est-ce que c'est son mari ou l'un des policiers? Mais il y a bien quelqu'un qui l'a arrêté et empêché de commettre un meurtre. Et du coup, ça aurait pu être elle qui aurait été en prison. Suite à cette intrusion et agression, eh bien l'homme a été arrêté. Après ça, les policiers lui ont appris que cet homme s'était échappé de son asile depuis 3 ans. Et que forcément, par conséquent, cet homme était recherché depuis 3 ans. On sait pas ce que c'est, mais il a une certaine maladie qui nécessite un certain traitement. Après cette histoire, Manon a décidé de vendre sa maison. Il y avait bien trop de souvenirs douloureux pour elle. Et surtout une peur, celle que cet homme s'échappe de nouveau. D'ailleurs, pour vous dire à tel point cet homme était un petit peu foufou, eh bien pendant l'interrogatoire, il a avoué que pendant ses 3 ans de liberté, il est venu chaque soir d'Halloween en espérant voir Manon. Alors je vais vous le dire, j'ai kiffé vous raconter ce thread d'horreur. Qu'on se le dise, il est clairement pas cool à vivre. Je pense que Manon, elle a pas trop de chat dans sa vie pour l'instant. Bon, je lui souhaite clairement que la roue tourne comme dirait un certain gars. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Stella. Stella est une étudiante de dernière année en terminale dans un lycée aux États-Unis. Elle nous dit que là-bas, c'est une personne plutôt banale. Elle est ni populaire et elle se fait pas bully non plus. Et d'ailleurs, son histoire se passe plus ou moins vers la même période, c'est-à-dire octobre. En gros, Stella sait qu'il y a une fête pour les terminales qui se passe chez une de ses connaissances. Et en gros, normalement, ça doit être la meilleure fête de l'année. Tout le monde est déguisé. D'ailleurs, on dit même que cette fête détermine à peu près ton année. Si tu passes une bonne soirée, eh bien ton année sera super cool. Et si jamais c'est pas ouf, eh ben tu vas pas passer une super bonne année. Le truc, c'est qu'avant, elle doit demander la permission à ses parents. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle sorte pour sa dernière année de lycée.
De leur point de vue, Stella doit travailler pour aller dans une très bonne université. Mais Stella, elle aimerait bien s'amuser aussi. Elle en a déjà parlé avec ses parents, mais ils ont été très catégoriques. Les sorties, ce sera pas cette année. Mais bon, Stella se dit qu'en rentrant des cours, elle va quand même essayer de les convaincre. Elle va argumenter en leur disant que c'est la seule de l'année où elle ira et que de toute façon, après ça, elle arrêtera les fêtes. Elle essaye d'argumenter sur le fait que ça soit au mois d'octobre et que donc c'est quand même le début de l'année scolaire. Mais ses parents ne cèdent pas du tout et sont très catégoriques. Ils ne veulent pas du tout qu'elle y aille. Stella part alors en boudant dans sa chambre. Elle essaye d'appeler ses amis via Discord. Elle parle avec ses amis que ses parents ne veulent pas qu'elle aille à cette fête. Mais ses amis essayent de la convaincre que si elle doit bien aller à une des fêtes cette année, eh bien c'est celle-ci. L'une d'entre elles va alors proposer une solution très simple. Elle n'a qu'à faire le mur. Là, Stella leur dit que non, elle va pas aller faire le mur juste pour une simple fête. Et puis surtout, elle n'imagine même pas si ses parents la prennent. Ils vont la punir pour le restant de ses jours. Bref, le lendemain, il reste seulement 3 jours avant que la fête de ce week-end se passe. Et Stella de son côté est totalement dégoûtée. Tous ses amis seront à la fête et ils font que parler de ça. Et elle de son côté, elle aimerait trop y aller. Bref, elle va en cours et elle entend qu'il n'y a pas que ses amis qui vont à cette fête, mais pratiquement tous les terminales. Quand elle finit les cours, elle retrouve sa meilleure amie. Stella lui dit qu'elle en peut plus, que tout le monde parle de cette putain de fête où elle ne peut pas aller. Du coup, son amie lui dit également de faire le mur, comme ça tous ses soucis seront réglés. Là, Stella, elle reste dubitative. Mais sa meilleure amie enchaîne comme quoi il y aura un certain Steven qui serait à la fête. Et des rumeurs qui courent, il serait récemment célibataire. Bon, il faut savoir que Stella elle a quand même des vues sur ce gars depuis un petit moment. Donc le fait qu'il soit célibataire et que lui aussi aille à cette fête fait pencher la balance. Stella regarde sa meilleure amie et lui dit « Putain, t'es sérieuse là ? Steven est célibataire ?» Là, sa meilleure amie lui dit clairement « Ouais, il est tout à toi. C'est ta chance de l'avoir à cette fête. C'est à prendre ou à laisser. » Stella lui dit alors « C'est bon, t'as gagné, je viens. Mais il va falloir que je m'arrange avec mes parents et que je trouve un plan pour partir en douce sans qu'ils s'en doutent. » Son amie lui dit alors qu'elle trouvera, elle est intelligente. Quelque temps après, elle rentre et embrasse sa mère et son père. Elle leur dit qu'elle va dans sa chambre. Sa mère lui dit que le dîner va bientôt être servi, donc elle va devoir revenir bientôt. Stella leur dit alors ouais, y a pas de souci et elle va s'enfermer dans sa chambre. Stella essaye de trouver une solution pour ne pas que ses parents sachent qu'elle va faire le mur le vendredi pour aller à la fête. Elle est plus ou moins sûre d'une chose, c'est que ses parents ils vont se coucher vers 23h car le samedi ils travaillent assez tôt. Du coup, il y a plus ou moins 2 choix qui s'offrent à elle. En 1, elle demande d'aller chez une amie, ce qui peut leur mettre la puce à l'oreille. Soit en 2, elle fait semblant d'être un peu malade. Ou quelque chose comme quoi elle est fatiguée et qu'elle part dormir plus tôt. Et qu'ensuite elle aille chez son amie pour se préparer. Stella choisit la dernière solution et elle se dit qu'elle va devoir faire les boutiques demain. Car là, elle a rien à se mettre sauf un vieux drap pour faire comme une sorte de fantôme. Ou à la rigueur du papier toilette pour faire comme une sorte de momie, mais bon, pour draguer c'est quand même pas le meilleur déguisement. Dans la cuisine, elle peut entendre sa mère qui lui crie de venir car le dîner est prêt. Stella dîne et pendant le repas, sa mère et son père lui parlent de cette fête. Ils lui demandent si elle comprend bien pourquoi ils ne veulent pas qu'elle y aille. Là, Stella a un petit pincement au cœur car c'est la vraie première fois où elle va mentir à ses parents. Elle leur dit donc que oui, elle comprend et que de toute façon elle n'y pense même plus. Elle va plutôt travailler sur un devoir qu'elle va rendre mardi prochain. Là, ses parents la félicitent et lui disent qu'ils sont très fiers d'elle et qu'elle est très mature pour son âge et qu'ils ont beaucoup de chance de la voir. Bref, Stella est très mal à l'aise par rapport à ce qu'elle prévoit de faire. Le repas fini, elle part dans sa chambre et décide d'appeler son amie. Elle lui dit que demain, elles vont faire les boutiques pour la fête de vendredi. Le jeudi arrive et Stella est beaucoup plus d'humeur à parler de cette fête. Elle est vraiment toute excitée à la perspective d'y aller. Bref, les cours passent et Stella et Shanna, sa meilleure amie, vont faire les boutiques. Stella achète du maquillage, des sous-vêtements. Elle nous dit que bah ouais, on sait jamais. Et elle s'est pris un déguisement super sexy. Certes, c'est pas très original, mais au moins c'est sexy. Shanna lui dit que si avec ce déguisement Steven tombe pas dans ses bras, c'est qu'il est aveugle ou complètement con. Stella la croit sur parole et espère qu'elle aura sa chance avec Steven. À ce moment-là, Stella a une idée. Elle demande à sa meilleure amie si elle ne peut pas garder tout ce qu'elle a acheté aujourd'hui chez elle. Puisque si elle ramène ça à la maison, bah ses parents ils vont se douter de quelque chose. Normalement, elle doit revenir les mains vides étant donné qu'elle a dit à ses parents qu'elle allait voir un film. Si elle se ramène avec un sac bourré de déguisements et autres, bah c'est mort pour elle. Shanna accepte et prend ses sacs et elle lui dit à demain. Les heures passent et le soir arrive. Stella est super excitée. Elle n'arrive pratiquement pas à dormir.
Elle en parle à Shanna et Shanna lui dit que c'est pareil pour elle. Les deux amies s'envoient des messages tout le long de la nuit et à un moment, elle finit par s'endormir. Le lendemain, son réveil sonne et elle est super excitée et anxieuse pour ce soir. Puisque oui, elle va devoir mentir à ses parents pour la deuxième fois. Et clairement, elle aime pas du tout faire ça. Surtout que s'il lui arrive quelque chose de grave, eh bien ils ne sauront pas où elle est. La journée passe et la fête doit commencer à 22h30. Une fois les cours finis, Stella rentre chez elle, embrasse son père, sa mère et va dans sa chambre et revoit son plan. À un moment, sa mère l'appelle pour venir manger. C'est là que le plan de Stella commence. Elle sort de sa chambre et elle commence à faire semblant de se sentir mal. Elle s'installe à table et n'arrête pas de jouer avec sa nourriture. Ses parents lui demandent alors ce qu'il se passe et elle leur explique qu'elle se sent pas très bien et qu'elle a envie de vomir. Après ça, elle fait semblant d'avoir une nausée et part en direction des toilettes en fermant à clé derrière elle. Après un petit moment, ses parents toquent et lui demandent si elle va bien. Stella leur dit oui et elle ouvre enfin la porte des toilettes. Elle leur dit qu'elle a sûrement dû manger quelque chose qui était pas très frais ce midi et que là, elle a juste une envie, c'est d'aller se reposer. Ses parents acquiescent et lui disent qu'effectivement, la meilleure chose à faire, c'est d'aller se reposer. Elle va alors dans sa chambre, mais il faut qu'elle se dépêche un petit peu. Sauf qu'elle ne doit pas trop éveiller les soupçons. Elle prend son téléphone et son porte-monnaie, on ne sait pas ce qui peut arriver et elle commence à ouvrir sa fenêtre. Quand soudain, elle peut entendre quelqu'un arriver. La personne toque 2-3 coups et ouvre la porte. À ce moment-là, Stella s'est jetée sous sa couette. Sa mère est rentrée et lui dit qu'elle a apporté un médicament et qu'elle le laisse sur sa table de chevet et qu'elle va la laisser dormir. Stella la remercie et lui dit bonne nuit. La mère s'en va et referme la porte. Stella attend quelques minutes et après ça, elle saute du lit et se dirige vers la fenêtre. Elle passe alors par la fenêtre et la laisse entrouverte. Comme ça, elle pourra rentrer sans que ses parents ne le sachent. Et hop, la voilà en direction de la maison de Shanna. Elle se situe à environ 20 minutes de marche. Elle arrive avec un peu de retard, mais au moins elle est là. Son amie a déjà tout déballé sur le lit et lui a pratiquement tout préparé. Quand elle rentre dans la chambre, Shanna lui met tout dans les mains. Elle lui dit d'utiliser la salle de bain juste à côté et surtout qu'il faut qu'elle se dépêche. Vers 23h, les deux filles sont prêtes. Shanna n'arrête pas de lui dire que franchement là c'est une véritable bombe. Bon, elle nous avoue qu'effectivement elle se trouve pas mal dans ses fringues à ce moment-là. Elles arrivent à la fête vers 22h30 et il y a déjà pas mal de monde. Et la décoration de la maison où se trouve la fête est complètement géniale. Vraiment, à ce moment-là, elles se disent qu'elles sont dans une attraction gigantesque. Stella est complètement émerveillée par le spectacle qu'elle peut voir. Il y a même des reproductions de scènes cultes de films d'horreur. Elle nous dit que la maison est vraiment très grande. En fait, c'est tellement grand qu'elle sait même pas si à ce niveau-là on dit encore une maison. Enfin bref, plus le temps passe et plus il y a de monde. À un moment, elle demande à Shanna si elle a vu Steven. Le truc, c'est que Shanna, elle tire une drôle de gueule. Shanna lui avoue alors qu'il y a 2 jours, Steven s'est remis avec sa pouffe. Stella, en entendant ça, elle est totalement dépitée. Elle est même en colère. Elle est vraiment dégoûtée et elle dit à sa meilleure amie qu'elle va se chercher un verre. Stella cherche alors dans les pièces la salle pour picoler car là, elle est vraiment en train de passer une nuit pourrie. Elle prend un verre, 2 verres et décide d'aller voir les scènes d'horreur et d'imaginer que c'est Steven et sa pouffe. Et à force, elle commence à délirer un petit peu. Elle se tape un fou rire tellement elle trouve ça drôle. Sauf que tout le monde commence à la regarder bizarrement. Elle se dit alors qu'effectivement, elle a sûrement trop bu. Elle décide donc de changer de pièce et d'aller voir une autre scène. Là, elle peut voir une femme qui a plein de sang sur elle et sur le moment, Stella trouve son déguisement super réaliste et super stylé. Puis elle peut voir un couteau dans sa main avec un peu de sang qui dégouline. Elle se dit donc qu'elle va suivre cette personne qui est sûrement en train de reproduire une scène culte. Elle suit alors cette femme et ce n'est pas la seule à faire ça. Le truc, c'est que cette scène a l'air différente des autres. Tout d'abord, cette femme demande aux gens s'ils veulent participer au spectacle. Et pour rire, Stella lève la main avec pas mal d'autres gens qui font également la même chose autour. Mais la femme décide de prendre un jeune homme qui est plutôt canon. La scène qui va être jouée s'appelle Coup de foudre mortel. Stella n'a jamais entendu parler de ce film. Mais là, elle se dit qu'en ce moment, elle est totalement dans le thème. Bref, en gros, c'est une femme qui a un coup de foudre pour un homme, mais cet homme n'en veut pas et ils vont refaire une scène où à un moment, cette femme est seule avec son homme. C'est à partir de ce moment-là que la scène commence. Une dispute éclate entre l'homme et la femme menace l'homme avec son couteau. Franchement, Stella trouve cette scène super réaliste et hyper bien faite. Et d'un coup, la femme poignarde l'homme dans le ventre. Là, Stella et tout le monde autour peuvent entendre cet homme crier de douleur. Là, Stella se dit putain, il est super doué l'acteur pour imiter des cris de douleur comme ça. Puis la femme commence à le poignarder plusieurs fois dans le ventre. Le truc, c'est que Stella et les gens autour commencent à se dire que ce n'est pas du tout une mise en scène.
Cet homme est vraiment en train de se faire poignarder devant tout le monde. Du sang coule de partout, du sang se met même à éclabousser les murs et le sol. La femme commence à hurler de colère et elle dit des choses incompréhensibles. Les gens autour essayent de l'arrêter mais elle va blesser 2 personnes de plus au niveau des bras. Stella se retrouve par terre, morte de trouille de ce qu'elle vient de voir. Elle a vraiment la peur de sa vie mais en même temps elle est dans une sorte de transe. Elle ne sait pas combien de temps après mais des policiers et des ambulanciers sont venus et ont arrêté cette personne. Après quelques temps, Shanna a retrouvé Stella au sol complètement morte de peur. 1h30 après ces événements, Shanna a décidé de ramener Stella chez elle et de prévenir ses parents. Les parents de Stella étaient très en colère contre elle, mais ils étaient quand même assez indulgents envers leur fille pour ce qu'elle a vécu. Quelques jours après, les policiers l'ont convoquée pour savoir sa version des faits, et elle leur a alors tout expliqué. Enfin, du moins, elle a essayé, étant donné qu'elle avait quand même du mal à dire certaines choses. Suite à ça, les policiers lui ont conseillé d'aller voir un psychologue pour les séquelles qu'elle a eues. Sur le moment, les policiers ont discuté avec les parents de Stella qui leur ont dit que la personne qui avait été poignardée a malheureusement succombé à ses blessures. Le truc, c'est que cette information, les parents l'ont cachée à Stella pendant un petit moment. Et ce n'est que très rarement qu'elle a appris cette info étant donné que ça fait partie de sa thérapie. Aujourd'hui encore, Stella suit une thérapie. Elle a vraiment beaucoup de traumatisme suite à cette fête. Maintenant, elle déteste Halloween, c'est la pire fête pour elle. Et effectivement, je pense qu'on peut la comprendre. Une chose est sûre, j'aurais pas du tout voulu être à sa place. Bon, en même temps, je pense que personne n'aurait voulu être à sa place. Bon, si c'est le cas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, mais j'y crois pas trop. Si jamais vous dites ça, c'est pour faire les petits rigolos. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, tu connais le petit bouton rouge. Bon, les petits potes, si jamais vous voulez plus de threads d'horreur, je vous invite à aller voir un de ces 2 threads d'horreur. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.